Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle webconférence découverte avec Christine Marsan. Bonjour Christine. Bonjour, je sais que toi c'est bonsoir, moi c'est bonjour et Oui, toi c'est bonsoir. tu nous ramènes du soleil de Guadeloupe. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment Ici, beaucoup de bien. ici encore un jour et je suis bien contente de pouvoir être dans cette énergie pour se ressourcer, c'est quand même formidable. Mm. Et pour transmettre le sujet de ce soir aussi. Alors on vous accueille tous, merci de nous rejoindre en direct. Ou bien si vous visionnez en replay, eh bien bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de communication et d'écoute du subtil, c'est-à-dire comment être acupuncteur d'âme. Alors, pour commencer, je vous propose de faire connaissance avec Christine, c'est quand même notre deuxième rencontre, Oui, puisqu'on avait fait absolument. une autre vidéo avec toi et Sophia Strilrever, Mhm. que vous pouvez toujours voir sur notre chaîne YouTube et le site soneva.ca. Et Christine donc, est thérapeute depuis plus de 30 ans. Elle accompagne à la fois les individus et les groupes dans les mutations, les changements. Elle s'intéresse aux mécanismes humains, généralement. Et aujourd'hui, avec la richesse de son expérience, eh bien, elle souhaiterait vous transmettre des clés, des conseils, afin de pouvoir être acupuncteur d'âme, c'est-à-dire apprendre à œuvrer avec le subtil, à s'aligner avec euh, les synchronicités, le divin, comme on peut dire, ce qui est juste, à intervenir auprès des autres en toute justesse et à se mettre à l'écoute de l'invisible. Alors Christine, bienvenue. Je suis vraiment Merci, ravie de proposer cette rencontre avec toi aujourd'hui. merci à toi aussi et merci à chacun d'être là. Est-ce que tu souhaiterais compléter peut-être le parcours que j'ai présenté par rapport au rôle que tu joues? L'intérêt de l'expérience revisitée et de se raconter à une certaine fréquence, c'est qu'on n'en dit pas les mêmes choses. Aujourd'hui, je dirais que mon activité ou ce qui me meut, ce qui m'anime, c'est d'être sourcière. Donc pas sorcière, mais sourcière. Et d'être connectée à la source et d'avoir mis toutes ces années à comprendre comment ça marche, la guidance et comment arriver à se laisser porter par la source, ce qui est quand même un sacré apprentissage, hein, parce que si on sait tous, enfin tous, toutes les personnes qui sont probablement là, si on sait tous qu'on est une émanation de l'unité, de la source, du divin, appelons-le comme on veut, entre le savoir et se laisser agir réellement par le divin, il y a quand même du boulot. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de partager ce chemin d'existence. Tu as parlé de Sophia, justement, elle le dit très joliment, ce chemin de vie ou ce chemin d'existence, parce que ça fait toutes ces années où j'essaie de savoir comment ça marche. La notion d'invisible m'a vraiment fascinée depuis longtemps. Là, on y est en plein en plus, hein, avec ce monde numérique, c'est que nous sommes deux personnes là physiquement visibles et toutes les personnes qui ont la gentillesse d'être avec nous en distanciel. Et donc, il y a bien quelque chose de l'ordre de l'être humain qui est physiquement quelque part. Et ce qui nous relie, c'est de la relation. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Pourtant, c'est opératif. Si vous vous sentez bien et que vous êtes confortable avec nous, vous allez rester. Et si vous n'êtes pas confortable, si ça ne vous convient pas, en plus avec les clics, on fait ce qu'on veut maintenant, vous pouvez repartir aussi sec. Donc, il y a bien quelque chose qui fait que tout d'un coup, ça marche ou ça marche pas. Voilà, donc c'est quoi ce truc invisible? Dans le monde traditionnel des sociétés premières, ça s'appelle le chamanisme. Alors, tous ceux qui sont gardiens de ces sociétés premières ont raison de dire que nous, en Occident, on n'est pas des chamans parce qu'on n'a pas ce parcours pendant des années, ce parcours assez ascétique qu'ils ont. Donc, au mieux, on s'appelle des néo-chamans ou des je sais pas quoi. Donc, pour éviter les mots qui sont compliqués et les interprétations abusives, je préfère me nommer sourcière. Je suis simplement au service de la source, je me laisse guider par elle et j'essaie de vous en donner des clés. Et donc, dans ce champ
du non-visible, qui est donc le maître mot pour les... Alors, excusez-moi pour les bruits extérieurs, je suis à l'extérieur et on n'a pas fini d'entendre des bruits extérieurs. Il y a des coqs, il y a des voisins, il y a des tas de bruits, donc je m'en excuse d'avance. Ça, c'est pas invisible du tout. Et comme il n'y a pas d'hasard, voilà, on sait que ça fait partie peut-être de ce dont on va parler. On va observer les signes, justement. Voilà, et donc dans cette observation de ce qui est présent, et merci à cette opportunité, je reviendrai sur l'invisible après, sur cette opportunité qui permet d'ancrer ce que j'essaie de partager, est-ce qu'on est vraiment présent à tout ce qui est là? Donc, par exemple, là, je pourrais me mettre en posture, puisque je suis à votre disposition, puisqu'on est en dialogue, puisque je suis là pour être avec vous, je pourrais être profondément gênée en me disant « c'est pas parfait, c'est pas comme je voudrais, il y a un bruit par-ci, il y a le coq par-là, qui pour l'instant a la gentillesse de ne pas vous montrer comment il parle à peu près toutes les 5 minutes. » Donc voilà, je pourrais me crisper sur mes attentes, mes objectifs, mes volontés, et me dire ça n'est pas comme je voudrais, ou je peux vraiment me mettre en posture d'accueil, bon, bah, puisque c'est là, c'est présent, je fais avec. Tout ça, on le connaît par cœur, le lâcher-prise, on en a déjà entendu parler, mais entre le savoir intellectuellement et le pratiquer intérieurement, il y a vraiment un sacré écart. Un écart qui se traduit par l'expérience, par la mise au travail, par la discipline, comme le disait avant les... Ah bah toi, tu as les cloches, tiens. Ah, tu les entends, je me demandais. À chaque fois que je commence, 19h, il y a les cloches, de toute façon. Les Oui, cloches de la cathédrale. exactement. Voilà, donc comment est-ce qu'on s'y prend pour arriver à être vraiment en présence à ce qui est, à se laisser agir par ce qui est, sans perdre de vue pour autant une vision ou quelque chose que l'on cherche à obtenir, mais comment est-ce qu'on se laisse agir? Et comment ces plans qui ne sont pas visibles, je reviens à mes plans qui ne sont pas visibles, ces plans subtils, viennent apporter des réponses en fait à ce que l'on cherche à faire. Combien de fois vous avez un truc important à faire, vous êtes un peu stressé, et pim, vous avez un impondérable qui vient juste voir si vous allez arriver à dépasser votre stress, si vous allez être bien, si vous allez être profondément disponible à la personne avec laquelle vous êtes. Donc, cette lecture des signes subtils, on les a à l'intérieur, évidemment. Est-ce que j'ai la capacité à pouvoir être à l'intérieur et en même temps avec Estelle et en même temps avec l'ensemble de vous et en même temps avec ce qui se passe autour de moi et être bien avec ça pour apporter le meilleur. Donc, entre le savoir théorique et l'expérience, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est vous faire goûter les clés, comment il faudrait s'y prendre, qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire, qu'est-ce qu'il faut arriver à agencer pour avoir une meilleure lecture des plans subtils et pouvoir composer avec au service. Alors moi, je suis thérapeute et pas que, mais donc ma lecture des plans subtils, c'est pour la restituer aux personnes. C'est pour leur donner de la visibilité sur ce qui est en train de se passer pour elles, leur permettre de changer, de se transformer, d'évoluer, d'écouter ce qu'elles n'arrivent peut-être pas forcément à voir ou à écouter pour que ça leur soit fructueux. Voilà un petit peu. Donc, je reviens à ce que j'ai laissé de côté tout à l'heure avec les interruptions. Donc, chez les chamans des pratiques traditionnelles, ils ont, eux, de longues formations pour apprendre et décoder ce que c'est que l'invisible. Et parfois, je fais référence à mon ami Éric Julien qui travaille avec les Indiens Kogi. Ils ont entre 9, 18 et 21 ans, quand c'est pas 27 ans, de travail dans l'ombre, dans le sombre, dans des grottes et autres, pour arriver à être en résonance uniquement avec ces plans invisibles, ce qui leur permet de déployer des talents absolument extraordinaires et pas que de soins. Nous, on est en Occident et on est en train de réveiller nos savoirs. Si vous regardez en quelques temps, là, en 2-3 ans, il y a une explosion d'intérêt sur le celtisme, qui est notre racine culturelle, hein. C'est notre racine équivalent chamanique, en tout cas c'est là que nous tirons nos sources, alors qu'on en a tiré de toutes les autres traditions avant. C'est intéressant, on s'est ouvert au peuple premier d'Amérique du Sud avec toute la fascination pour les Amériques, on s'est ouvert à l'Inde, on s'est ouvert à l'Asie, on s'est ouvert à plein de traditions, et c'est comme si maintenant on arrivait à s'ouvrir au celtisme. Et évidemment, c'est tout à fait compliqué puisque nous n'avons pas forcément toujours de traces écrites. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une société du visuel et de l'écrit.
Donc on a tendance à apprendre par ces voies-là. Donc on apprend par la tête, ce qui fait que souvent, évidemment, avec cette connaissance qui arrive par la tête, on risque le dérapage qui est d'apprendre par le mental. Et après, on met tout un temps pour essayer de déconstruire ça, pour arriver à s'ouvrir à quelque chose d'autre. À l'expérience. Voilà, l'expérience et arriver à être, c'est pas très très élégant, mais comme un tube, une colonne vertébrale vide dans laquelle on peut vraiment laisser circuler l'énergie du vivant pour arriver à être pleinement présent à ce qui est, même si ce qui est à peu près le contraire de ce que l'on souhaite. Mais si c'est le contraire, c'est que ça vient nous dire quelque chose. Et si je suis en capacité de l'accueillir, comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire mon miel avec tout ça? Est-ce que ça va? Tout à fait, belle introduction. Justement, en parlant de miel, non, mais c'est pas d'apiculteur qu'on va parler, mais d'acupuncteur. Donc, qu'est-ce que tu entends par ce terme en fait? Pourquoi avoir choisi cette dénomination d'acupuncteur d'âme? Cette image renvoie à quoi? Alors déjà, c'est tout à fait ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que je ne l'ai pas pensé intellectuellement. Bon, pour vous rassurer, j'ai fait quelques livres, hein, donc je sais aussi penser de façon hémisphère gauche. Mais en fait, j'ai reçu l'information comme ça et je me suis dit, oh, ça me plaît bien. Et pourquoi est-ce que ça me plaît bien? Eh bien, ça me plaît bien parce que comme un acupuncteur, dans sa pratique physique et holistique, ça vient mettre l'accent, on vient mettre juste l'accent là où il y a besoin, pas forcément là où ça fait mal, mais là où il y a besoin. Et moi, mon travail, il est plutôt d'être lié aux personnes pour les aider à révéler leur mission d'âme, ce qu'elles sont venues faire sur Terre, pourquoi est-ce qu'elles sont là, de les aider à retrouver cette connexion entre leur partie incarnée et leur âme. À quoi elles servent? Pourquoi est-ce qu'elles sont venues? Et parfois, on passe des années à essayer de trouver. Des fois, on ne trouve pas du tout. On sait bien que... Enfin, on sait bien. Là, c'est pareil, hein, c'est un postulat, on y croit, on n'y croit pas au principe de l'âme. Mais à partir du moment où on pense et on croit à l'âme, on sait qu'elle vient sur Terre et qu'elle s'incarne pour faire des expériences différentes. Donc, il est fort possible que si on ne trouve pas sa mission d'âme, peut-être qu'on est venu expérimenter autre chose et que l'accès à cette information n'est pas forcément là et disponible. Quoique. Donc, moi, ce que j'essaie d'aider, c'est de voir si on peut arriver à lever les voiles. Et moi, j'ai fait cette expérience dans mon trajet. J'ai vraiment eu l'impression que mon âme avait mis des voiles sur ma personnalité pour me permettre de dévoiler ce qui était nécessaire au bon moment, quand j'avais la capacité à pouvoir l'offrir aux autres. C'est-à-dire quand ça ne venait pas d'un point égotique, mais que ça venait vraiment d'un point au service. Tu veux dire, pardon, que c'est plutôt la personnalité qui met des voiles sur l'âme, non? Non, c'est l'âme qui met des voiles sur la personnalité. Tant que la personne, dans son incarnation, n'a pas fait tout le chemin pour remonter vers le niveau de qualité de son âme et la mission qu'elle s'est donnée, pour arriver à être vraiment complètement ajustée et dévoiler précisément sa trajectoire. Et dans la tradition ésotérique, on parle de la danse des 7 voiles. Vous l'avez sans doute entendu, ou vous avez au moins entendu parler de ça. Et c'est exactement ça. C'est cette danse des 7 voiles, c'est à un moment donné comment il y a des voiles qui ont été mis sur notre incarnation par nous-mêmes, pas par quelqu'un d'autre, par nous-mêmes. Et au fur et à mesure que nous faisons cette remontée vers l'unité, que nous faisons cette remontée vers la source, que nous reprenons l'élan d'aller vers ce qui nous meut profondément, alors les voiles se retirent, je comprends mieux pourquoi je suis venue et je peux alors déployer davantage ma mission. Et ça va passer par un rayonnement, c'est-à-dire que je vais changer de vibration, d'abord parce que on s'est en général mis assez au travail pour ça, et on va rayonner de ce que l'on est devenu. Donc acupuncteur d'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment aider à appuyer au bon endroit pour que l'âme se déploie et se déplie. Merci. Alors, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment sur le chat. Voilà, pour Christine. Bien volontiers, parce que ça me plairait bien que ça soit interactif aussi. Alors, quels sont les voiles finalement que tu as identifiés et qui se sont dissous sur ton chemin?
Euh, On est ensemble pour 1 heure, hein, donc on va devoir être concis, mais... oui, je parlerai. Alors, j'ai pas fait le travail de répertorier si j'en avais eu 7 ou pas. Je dirais que il y a le voile de la volonté. Alors, c'est très paradoxal, c'est-à-dire qu'on a effectivement besoin de cette volonté pour avancer, pour agir. Le fait que nous soyons des êtres humains désirants, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. C'est ce qui nous donne envie d'aller explorer. Enfin, c'est ce qui nous anime. Bon. Ensuite, quel est donc le voile de la volonté, le voile de l'ego, c'est-à-dire à un moment donné, alors on peut avoir un ego surdimensionné sans s'être engagé spirituellement, hein. Ça, je nous rassure tout de suite. Mais dans la démarche spirituelle, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure où on va chercher à révéler son âme, on a notre voisin qui a des fragilités psy. Donc, si vous entendez des drôles de bruit, c'est le monsieur. J'en suis désolée et j'espère que notre rayonnement lui sera fructueux. Bref, donc je repars. Quand on se développe, quand on est nourri par la source, par l'énergie de la source et qu'on fait tout ce travail pour remonter vers la source, on peut à certains moments aussi développer des capacités. Voilà, on peut tout d'un coup se révéler, avoir des capacités de soins ou des capacités à ressentir les plans subtils. Et le risque égotique, c'est de le transformer en pouvoir sûr. Et donc là, tant qu'on va être là-dedans, donc c'est les dérives euh, gouroutesques. Et avec les réseaux sociaux, c'est d'autant plus facile, hein. Il suffit de se faire un petit site et puis de déclarer ce qu'on fait. Et hop, on peut être automètre en dit le son. Donc cette dérive-là est tout à fait facile. Et la vie est généreuse et en général, elle nous recadre assez bien si on dérive trop. Mais en tout cas, ça, c'est un voile où euh, la seule solution, c'est d'avancer dans un véritable lâcher-prise. Comment est-ce qu'on peut arriver euh, à avancer, à se libérer de ce que l'on a besoin de réaliser pour comprendre qu'on n'a pas besoin forcément de réaliser des choses, mais de laisser la vie nous agir et de laisser les réalisations se faire, en fait. Mm. Donc, Manon demande si le fait d'enlever nos propres voiles nous permet d'aider les autres à ôter les leurs. Ah bah oui, enfin, je réponds assez spontanément. Oui, pour pour ce qui me concerne, parce que je pense que c'est difficile de faire autre chose que de partager à partir de son expérience. On peut que donner des clés de ce qu'on a vécu. Moi, j'ai vu qu'au fur et à mesure de mes propres levées de voile, ça me permettait d'aider les autres aussi, puisque il y a tout ce travail aussi psychologique de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses, hein. Donc, pour moi, un travail spirituel doit s'accompagner de faire le ménage intérieurement et notamment psychologiquement. C'est essentiel. Et du coup, plus je me libère et plus je vais aider les autres. Et plus je vais les aider à se libérer aussi, bien sûr. Parce que ça vient, je parlais d'ego tout à l'heure, ça vient toucher une autre notion qui est l'éthique. C'est-à-dire que quand je dis être au service, c'est pas une formule, c'est vraiment quel est le choix que je vais faire, que je vais opérer dans une phrase, dans un acte. Est-ce que, est-ce que je vais, est-ce que je vais faire quelque chose pour moi, puisqu'on est toujours en résonance, hein, qu'on soit en situation de soins en tant que thérapeute, l'autre vient toujours nous faire des petits clins d'œil et des résonances. Donc, quel acte je pose? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment au service de l'autre? Est-ce que je ne suis pas en train de chercher à réaliser quelque chose de moi? Alors, Dominique souhaiterait savoir si cette acupuncture que tu évoques aujourd'hui ne se transmet que par l'échange verbal. Ah bah pas du tout. C'est pour ça que, enfin voilà, on a dit qu'on en parlerait à la fin, mais c'est pour ça que j'ai mis en place un stage acupuncteur d'âme, parce que j'ai vraiment réfléchi longtemps. Je me suis dit, comment je peux arriver à transmettre des clés de l'invisible? Donc j'ai trouvé dans le champ de l'organisation, puisque je travaille beaucoup pour les entreprises aussi, pas du tout sur la même chose. Et moi, j'avais à cœur aussi de partager ma pratique.
Ça va faire 20 ans un an près que je réalise un stage qui s'appelle Chemin de soi, c'est-à-dire l'ouverture aux perceptions du subtil, donc faire vivre l'expérience. Je me suis dit, c'est sympa, mais ça serait bien que je partage aussi comment je m'y prends pour. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui voudraient être plus aussi en résonance avec le subtil pour elles-mêmes et puis pour aider les autres. Donc évidemment que ça passe bien au-delà de la parole et que ça passe par créer des conditions pour faire vivre des expériences qui vont permettre différents types d'expériences des plans subtils. Merci. Alors, Olivier souhaiterait que tu nous donnes ta version de la définition de qu'est-ce qu'est l'âme. Alors, eh bien, la mienne de version, puisque chacun, il va y avoir les versions théologiques, spirituelles, et puis chacun les siennes. Pour moi, l'âme, c'est une émanation de la source, c'est une manière dont la source, au sens vraiment de la Kabbale, hein, cette lumière primordiale, a pu se fragmenter en diversité pour être la création et expérimenter la création. Et ces différentes âmes s'incarnent sur notre terre au travers d'êtres différents, dont nous. Merci. Alors, Emmanuel demande pour recevoir un soin, où doit-on aller? Bah, ça dépend pour quel type de soins. Il y a énormément de praticiens qui partagent différents types de soins. Il y a eu toute la tradition pendant un moment du Reiki. Il y a plein de pratiques qui existent en termes de soins. Vous avez les soins chamaniques, il y a plein de pratiques. La question est de savoir, enfin voilà, c'est moi ce que je pratique, hein, puisque vous avez vu passer l'oiseau là peut-être. Donc j'ai des oiseaux, j'ai des coqs, j'ai des voisins, j'ai un monde fou. Moi ce que je pratique, c'est des soins holistiques, c'est-à-dire que je ne fais pas juste un soin au niveau de la vibration de la personne, mais ça peut être un soin complet. Alors je vois qu'il y a marqué la trame. Alors je ne pratique pas forcément la trame de Patrick Bernsteinas, mais c'est quelque chose qui est similaire, c'est-à-dire comment scanner la personne, comment identifier où se situe là où les difficultés et comment être un canal qui permet la transmission d'énergie pour aller se poser là où il faut et apporter les soins. Voilà, donc c'est un soin, mais je n'ai pas qu'une pratique. Précisément, c'est de donner des clés pour montrer la diversité de pratiques et aussi éclairer. Il y a un premier temps, c'est comment avoir quelques clés de soins et aussi comment se dire, face à telle personne, qu'est-ce que je fais? Et il y a un maillage entre ce que je sais faire, ce que j'ai acquis, et puis aussi, non mais je regarde, j'ai des oiseaux partout qui veulent rentrer dedans aussi. Et de quoi la personne a besoin? Parfois, une personne peut venir pour une raison psy, et en fait, il faut l'amener à un niveau énergétique. Quelqu'un vient pour quelque chose d'énergétique, mais il va falloir quand même passer par d'autres dimensions. Donc, c'est la prise en considération de l'ensemble pour ajuster justement la réponse. C'est ça la notion d'acupuncteur. C'est agir au bon endroit sur ce qui est nécessaire de faire. Je vous donne un exemple. Une dame était venue me voir avec ma casquette de plutôt psy, elle voulait ça. Et elle me dit, voilà, je ne me sors pas d'une situation, c'est que ma maman est morte quand j'avais 1 jour. Autant vous dire que la parole va être assez limitée. Elle pouvait en parler tant qu'elle voulait, elle n'arrivait pas à se départir de la difficulté qu'elle vivait. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plutôt une pratique régressive, c'est-à-dire qu'on est allé toucher dans le corps où pouvait se situer l'ancrage, là où ça s'était situé, pour qu'elle puisse arriver à se libérer de ça par le corps. Et la parole allait être évidemment un soutien, mais il est certain qu'on ne peut pas résoudre, enfin on ne peut pas. Il est plus difficile de résoudre par la parole quelque chose qui s'est inscrit dans notre corps avant même que nous ayons accès à la parole. J'espère avoir répondu. Alors, ce soir, on n'est pas en train de vous expliquer une méthode. Je pense que voilà, certaines questions peut-être ont cru qu'on allait dans ce sens. C'est plus une qualité de présence que tu enseignes.
Oui, alors, oui, tout à fait. Il y a la qualité de présence, il y a une diversité. En fait, ce que je veux arriver à partager, c'est une palette comme un clavier de piano. Sur quoi il va falloir appuyer pour que ça marche. Par exemple, j'utilise aussi l'olfaction. C'est-à-dire que je vais utiliser des huiles essentielles. Parce qu'à un moment donné, ça sera peut-être l'accélérateur pour permettre à la personne de changer. Sauf que on a son huile essentielle, tout le monde peut faire des olfactions, mais la question c'est comment est-ce qu'on la fait, à partir de quel point. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de pouvoir poser les conditions énergétiques pour que la personne puisse vraiment faire cette expérience-là avec un autre niveau. Donc voilà, ça va être je travaille au ressenti ou à l'intuition. Bah, les deux, c'est-à-dire que le ressenti va être une expression du corps et l'intuition est une des capacités de notre cerveau à analyser ce qui est présent. Donc c'est effectivement le ressenti de mon corps et le travail intuitif pour arriver à identifier ce qui serait le plus pertinent de faire. Et donc cette intuition, elle s'appuie pas que sur l'expérience, mais notamment. C'est-à-dire c'est un maillage entre écouter ce qui est en train d'être présent, être vraiment à l'écoute de la présence, être à l'écoute de la personne, écouter sa propre intuition et ressentir où se situe euh, l'information dans son corps. Et là, on va effectivement avoir un ressenti d'une perception physique, émotionnelle, sensorielle. Alors, est-ce que tu pourrais nous transmettre justement une clé, peut-être que tu as pratiqué, quelque chose qui fonctionne bien chez toi, qu'on pourrait mettre en pratique pour se mettre à l'écoute, justement, pour être en mode récepteur et pouvoir s'ouvrir aux informations subtiles. Parce que la vie nous amène à être bien souvent plus émetteur que récepteur. C'est à nous de faire la démarche pour se remettre un peu dans le pôle yin, j'ai envie de dire. Bon, je vais repartir sur l'histoire des odeurs, qui est une clé parmi d'autres, hein. Il y en a plein de clés, mais prenons celle-ci. On n'est pas obligé d'aller forcément sur la question des huiles essentielles, mais on peut tout simplement aller dans la nature, dans une forêt, et se laisser porter par une odeur. Alors déjà, est-ce qu'on est pleinement présent quand on marche dans une forêt? Là, on a quand même une grosse mode de marche ultra rapide. Donc ça, c'est bien pour faire du sport, mais ça va pas être idéal pour recevoir quelque chose. Et on peut se mettre tout à fait en contemplation devant une plante. Alors, si on veut qu'il y ait de l'odeur, c'est encore mieux si c'est une fleur. Et se laisser parcourir par les impressions que ça donne. Les chamans amérindiens, ils ont eu les informations des plantes à utiliser uniquement par rêve et par écoute, hein, des plantes. Donc on fait que, on n'invente rien, on essaie juste de se reconnecter à ça. Donc ça peut être ça. On se met en connexion avec une plante et on essaie d'écouter, de recevoir ce qu'elle dit. C'est génial si c'est une plante qu'on ne connaît pas. Parce que le danger d'une plante qu'on connaît, c'est qu'on connaît ses propriétés plus ou moins. Peut être intéressant de faire l'expérience avec une plante qu'on ne connaît pas. Et vous n'avez pas le droit d'appuyer sur Google avant un certain temps. Ou plein de ça, enfin n'importe quelle appli qui va vous donner des infos. Essayez de vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Et là, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous pouvez avoir de l'information, vous pouvez ne pas en avoir, et surtout, vous pouvez avoir une énorme information qui arrive, c'est quoi ces bêtises, j'y arriverai jamais, etc. Et là, on voit tout le poids des croyances bloquantes, limitantes et autres qui est là. C'est pour ça qu'il y a une interaction immédiate entre la réceptivité et comment on fonctionne au niveau psychologique. Et donc, je n'entends rien, je reçois rien, très bien, mais je reçois quoi à la place? Quelqu'un réagit sur les oiseaux. Bah, par exemple, peut-être que je ne vais rien ressentir par rapport à cette plante ou à cette fleur, mais peut-être que je vais être sensible au fait qu'il n'y ait pas un oiseau, mais deux, mais trois, mais quatre, plein de chants différents. Et tout d'un coup, c'est cette réceptivité-là qui va se faire. Et par le plus grand des hasards, Bernard de Clairvaux le disait, hein, les plus grands maîtres sont les arbres et sont les oiseaux. Donc, on peut tout à fait recevoir des informations aussi par ce biais-là. Alors, oui, marcher pieds nus, bien sûr. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Vous pouvez essayer, si vous n'essayez pas avec des plantes, vous pouvez essayer avec des pierres aussi.
Donc là, c'est facile, les pierres, il y en a partout. Alors évidemment, c'est quand même mieux si ce sont des pierres dans des lieux qui sont comment dire, avec une belle réceptivité, une belle énergie. Mais c'est pareil, qu'est-ce qui se passe si je m'assois dessus, si je pose mes mains dessus, si je m'allonge dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ressens quelque chose ou pas? Est-ce que, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas du bien? Donc, évidemment, selon notre propre réceptivité, les premiers temps, peut-être qu'on ressent pas grand-chose, mais au minimum, c'est comme les gens quand ils vont se marcher en forêt ou dans la nature, ils disent tiens, je me sens bien à la sortie. La question, c'est entre se sentir bien à la sortie et savoir tout ce qui s'est passé pendant l'intervalle, c'est ça qui peut être intéressant. Un autre point aussi, c'est qu'on manque de vocabulaire pour arriver à nommer ce qu'il se passe en nous et ce que l'on reçoit. Donc, on va avoir des amalgames. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'un côté de sentir et de recevoir, et de l'autre côté d'essayer d'y mettre des mots. Vous voyez, ça peut être très, très important. Qu'est-ce que je suis en train de percevoir? Ce qui peut permettre d'aller à la question de Rémi. Je ne les vois pas toutes, hein. Excusez-moi, c'est pas que je fasse une sélection, c'est que j'essaie d'être présente, de ne pas perdre le fil de mon propos, d'être réceptive à un environnement qui est très, très Très généreux. vivant. Oui, Très très vivant. vivant, voilà. Et en même temps d'essayer de vous répondre. Ne Donc, t'inquiète pas, dès que tu as fini les réponses, je te soumets les questions. Mais c'est intéressant ce qui soulève, Rémi. Comment distinguer les informations reçues de mes propres projections? c'est ce que j'allais dire. Donc ça, il n'y a pas de garant sur facture qui vous dit hop, je sais, ça se passe entre là et là. Donc on fait tous ce travail-là, on fait tous cette expérience-là. À un moment donné, de ne pas savoir si on est en train de recevoir quelque chose ou de projeter. Ce que je trouve intéressant, et ça c'est bien quand on est un groupe, c'est de pouvoir proposer une expérience, quelle qu'elle soit, et d'écouter les feedbacks de chacun. Qu'est-ce que chacun a à dire? Donc, le partage de ces expériences peut apporter à la fois une certaine diversité, mais aussi une certaine convergence, ce qui va limiter, de fait, la notion de projection. C'est-à-dire que je peux vraiment partir dans une projection où je peux me dire, ah ben tiens, j'ai perçu, je dis n'importe quoi, hein, je suis en lien avec ma plante tartempion, je perçois des éléments sur la digestion ou sur la circulation. Et curieusement, on est 5 ou 10 et on en a au moins 3 ou 4 qui retrouvent la même information. Donc là, on peut se dire, ah, peut-être que c'est vraiment une vraie information pour le coup. Voyez, donc on n'est pas à l'abri de nos projections. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'arriver à faire le maximum de distinguo entre qu'est-ce que je suis en train de percevoir et j'échange avec d'autres pour savoir s'ils perçoivent la même chose, si c'est complémentaire, si ça se retrouve. Marie, et après, oui. Pardon, je finis juste. Comme on n'est pas à l'abri de nos projections, la question c'est d'avoir l'éthique de les questionner. Vous voyez, c'est de se dire peut-être que c'est une projection et je m'autorise à la questionner, à la remettre en cause. Marie nous dit, ce que vous racontez, n'est-ce pas la base d'un travail thérapeutique et énergétique? Ah bah si. Ce que je suis en train de dire, c'est que je partage ma façon de faire dans cette approche-là. Et comment est-ce que... Alors, c'est la base, oui. La question, c'est est-ce que des gens le font? Je suis d'accord avec vous. Est-ce que des gens le font? J'ai vu une question passer sur la médiumnité aussi. Quand je vous disais que la finalité, c'est d'arriver à être le plus vide possible pour recevoir le vivant et être agi par le vivant, ça veut dire, et ça rejoint aussi la question des projections, c'est qu'on peut recevoir tout type d'informations. Donc, comment est-ce qu'on fait le tri? Comment est-ce qu'on se protège suffisamment à l'avance pour apporter, pour être en réceptivité de tout ce qui est au service de la lumière, et comment on compose quand ça n'en est pas. Comment on affûte. C'est comme si on affûtait son crayon, en fait, au fur et à mesure. Donc là, il y a toute l'hygiène de vie aussi qui joue. Ah bah, bien sûr. Ouais. Et quand tu dis qu'on est mu par le vivant, justement, quand le canal est assez purifié, c'est ce qui permet de suivre le mouvement du vivant, de la vie, et donc d'entrer dans une certaine danse. C'est ce dont on parlait dans l'annonce. Tu as évoqué aussi le lâcher-prise.
Oui, comme je disais tout à l'heure, la question, c'est pas tellement les mots, parce que les mots sont simples à énoncer, sont simples à lire, ils sont simples à comprendre. La question, c'est est-ce qu'on les incarne? Et par exemple, là, comme il fait pas du tout un temps beau, il fait de la pluie juste là où on est, eh bien, non, en plus de mes amis oiseaux, coqs et voisins fragiles, j'ai aussi mes voisins qui rentrent et qui sortent. Voilà. Donc, le lâcher-prise, il est dans est-ce que j'arrive à être vraiment avec vous tout en étant très présent à ces personnes dont je comprends qu'il fallait qu'ils viennent chercher des activités et des choses à faire puisqu'il pleut alors qu'ils voulaient aller à la plage. Bon. Donc, le lâcher-prise, c'est de dire je ne m'accroche pas à la représentation que j'ai de ce que je veux faire et de comment je veux le faire. J'essaie d'être pleinement dans ce qui est là. Même si pour vos oreilles, je suis bien désolée, et c'est assez sonore. Mais On t'entend très bien en tout cas, c'est pas désagréable. Comment est-ce que je fais pour être pleinement là et ne pas sortir de mon axe? Donc la vie vient régulièrement nous tester sur est-ce qu'on est aligné. Donc lâcher prise, c'est bien, mais c'est pas tout lâcher. Être aligné, c'est une chose, et ça veut dire être vraiment dans la réceptivité de ce qui est en train de se vivre et de se passer pour continuer à faire ce qui est juste et ajusté pour les personnes avec lesquelles on est ou pour lesquelles on travaille ou auxquelles on apporte un soin ou ce qu'elles demandent. Et avant de prendre la question d'Olivier, tu évoques la justesse. C'est un terme qui est subjectif ou il y a une possibilité de le voir autrement? Alors, subjectif, certes, maintenant, ça n'empêche pas de l'objectiver. Pour moi, il n'est pas très, très, très éloigné de l'éthique, même si c'est différent. Comment est-ce qu'on sait qu'un acte est juste? Eh bien, déjà, on va aller le questionner avec l'autre personne. C'est-à-dire, est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça vous a apporté un bien-être? Comment ça se passe? Enfin voilà, il y a ça aussi qui va se passer. Mais la justesse, elle a à voir pour moi avec l'ego. Plus je suis au service, plus je vais vraiment écouter ce que les plans subtils me disent pour la personne ou pour la situation. Et donc, je ne vais pas le faire pour moi ou pour répondre à je ne sais pas quoi de moi. Je vais vraiment essayer d'être au maximum au service. Et la vie va donner les éléments qui vont être adaptés. Alors, est-ce qu'on est... Vas-y, Alors... pose non, mais si tu les vois, c'est très bien aussi. Mais est-ce que tu choisis un moment? Quand et comment tu te connectes à l'âme du monde? Est-ce qu'il y a un protocole? Demande Olivier. Alors, le mien à moi, c'est j'ai vraiment adopté et adapté les lignes directrices du zen. Donc, pas une pratique ascétique zen telle qu'on la connaît, mais les principes fondamentaux qui sont comment est-ce que je fais de chaque instant de ma vie un instant conscient. Je fais ça au maximum possible. Ce qui me fait faire du karma yoga, ce qui change complètement ma vision du ménage, évidemment. Je cherche en fait à apporter de la présence et de l'harmonie dans tout ce que je vais faire au maximum possible, d'accord? Donc je peux avoir des moments de méditation dédiés, bien sûr, mais ce qui m'intéresse, c'est de vérifier que je suis connectée sans arrêt et au maximum possible dans tous mes actes à l'âme du monde, pour reprendre les termes d'Olivier. C'est l'éthique personnelle que je me suis donnée. Donc voilà, si tu parlais tout à l'heure d'alimentation, là j'ai la chance extraordinaire de m'être fait une diète d'une semaine, presque 10 jours. Je vais, enfin voilà, le prochain lieu, prochain transport, c'est une évidence que je vais revenir à des nourritures d'une autre nature. Donc comment je fais pour m'harmoniser, pour harmoniser mon corps, pour qu'il puisse accueillir ça et que je reste quand même dans le maximum de réceptivité. En fait, voilà ce que tu nous démontres ce soir, c'est que c'est pas, on s'y met pas comme un programme, c'est une qualité de vie, c'est quelque chose qu'on instaure en conscience dans le quotidien pour pouvoir ensuite intervenir auprès des autres de la manière la plus pure et la plus juste. Oui, alors ça n'empêche pas des rendez-vous qui sont... on peut avoir des rendez-vous avec du yoga, avec de la méditation. Enfin, on peut avoir des rendez-vous dans la journée ou dans la semaine vraiment dédiés avec quelque chose de ce genre, hein, bien sûr. Je parle simplement de ce que j'essaie de faire moi, qui est d'utiliser tout ce qui m'est donné
pour être au maximum dans cette conscience-là, dont des moments dédiés. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est ce qui m'a permis d'élargir, d'affûter, d'élargir cette conscience et cette présence. Ça, c'est un point. Alors, je voulais répondre à Rémi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui nous indique qu'une information reçue doit être communiquée? Parfois, c'est pas le moment. Comment est-ce qu'on sait qu'on doit transmettre C'est pas le tout de les recevoir. Sont-elles bonnes à dire? Oui. Alors, ben voilà, hein, merci pour toutes les questions qui sont posées parce que c'est vraiment l'apprentissage in situ. Quand on a besoin de reconnaissance, c'est-à-dire d'arriver à se prouver qu'on reçoit des trucs et tout, il y a une espèce d'élan généreux qui fait qu'on a envie de partager tout ce qu'on reçoit. Et en fait, tous les plans fonctionnent à peu près de la même façon au niveau psychologique, on le sait très bien, que ce qu'on soit psychothérapeute ou coach, c'est pareil. On ne fait pas des choses sur les gens sans leur demander leur avis, ou on ne dit pas des choses aux gens sans leur demander leur avis. Donc, ce qui est valable dans ce plan-là est valable dans d'autres. On peut demander à la personne, je reçois une information, est-ce que tu aurais envie que je te la partage? Bon. Après, comme on sait que ça va venir taper sur la curiosité de la personne, bon, c'est moyen, mais c'est déjà une approche. Donc, ça évite de balancer comme ça des informations à la tête des gens qui n'ont rien demandé et pour lesquels ça pourrait être vécu de façon un peu violente. Surtout que si on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'une projection. Bon, donc, on peut avoir ce biais-là de dire, je pose la question et qu'est-ce qui serait, est-ce que l'autre a envie de recevoir ou pas? Donc ça, c'est un point. Ensuite, avant de dire, et la sagesse du bon sens populaire, j'adore parce qu'elle est quand même pas basée sur rien. Quand on dit tourner cette fois la langue dans sa bouche, c'est pas pour rien parce que ce temps-là va permettre de sentir si c'est vraiment juste ce que je dis. Pour quelle raison je vais dire? Est-ce que je suis en train de recevoir quelque chose qui est vraiment au service de la personne? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est autre chose? Donc, si je fais cette fois le tour de la langue, je ne sais pas si vous avez essayé, d'ailleurs, rien que d'essayer, ça complique, ça prend plus de temps. Mais tout ça pour dire que effectivement, je vais réfléchir à ce que c'est juste que je le dise ou pas. Et des fois, non. De la même façon, par exemple, si c'est une information douloureuse, difficile, par exemple, vous voyez la mort de quelqu'un ou une maladie difficile ou une chose difficile pour quelqu'un de proche de cette personne, est-ce que c'est pertinent de le dire? Il y a peut-être une autre façon de s'y prendre. Si par exemple, c'est peut-être d'inviter par le questionnement la personne à savoir si vous recevez vraiment une information forte sur son décès ou autre, est-ce que par exemple, on peut l'inviter à est-ce que tu profites de la vie? Est-ce que tu es attentif à la vie? Qu'est-ce que tu t'es donné pour les prochaines semaines, les prochains mois comme projet? Vous voyez, vous n'allez absolument pas du tout faire quelque chose qui soit virulent ou violent pour elle, mais vous pouvez l'amener sur une conscience de sa présence qui peut-être l'amener à passer les beaux derniers moments qui lui restent à passer. Et puis en plus, on n'est pas à l'abri de se tromper aussi, donc c'est quand même chouette d'éviter d'envoyer excusez-moi l'expression, des scuds aux gens, alors que peut-être on se plante allègrement. Tout à fait. Alors, les synchronicités, pour toi, quel est le rôle des synchronicités? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'il est bon d'aller... parce qu'Olivier disait, faut-il être présent ou donner du sens à ce que l'on fait? Parfois, donner du sens aux choses peut nous priver de l'essence, ça me rappelle la phrase de quelqu'un, peut nous priver de l'essence, c'est-à-dire que peut-être qu'on fait fausse route à vouloir tout interpréter en termes de signes. Donc, quelle est pour toi une réelle synchronicité et à quoi ça sert? Une réelle synchronicité, c'est quelque chose que vous rencontrez sans doute assez souvent. Vous pensez à quelqu'un, vous avez besoin de voir cette personne, de lui parler, même si ça fait des années que vous ne l'avez pas vue, et hop, elle est juste devant, ou elle est juste présente. Donc voilà, c'en est une parmi d'autres. Hein. C'est d'avoir besoin de ressources, et pile, il y a quelqu'un qui vient à ce moment-là vous en apporter. Donc la dynamique entre lire les signes, il ne faut pas tomber en effet dans l'extrême qui serait d'avoir une attention
et d'avoir déporté sa volonté, en fait, d'avoir déporté sa volonté sur l'attention aux signes. Et du coup, on serait à peu près aussi agissant que ce qu'on a essayé de libérer avec le lâcher-prise. Donc, c'est d'être attentif à ce qui est présent, à ce qui est, dans une logique d'observation, comme le disent les méditations bouddhistes. Comment est-ce qu'on peut arriver à être pleinement présent et effectivement, les synchronicités, de pouvoir les accueillir et peut-être d'avoir une lecture rétrospective, puisque c'est comme ça que ça marche, hein, l'intuition. On a une lecture rétrospective des événements, des informations comme des décisions qu'on prend. On ne fait pas un truc, on ne va pas quelque part, on ne sait pas pourquoi et ça n'est qu'après coup qu'on le sait. Donc c'est aussi décider de se laisser agir par deux manières de fonctionner différentes qui sont tout à fait utiles et complémentaires. Marie dit, cela m'arrive avec les places de parking. Bah oui, Alors, parce que oui. oui, c'est tout bête, mais c'est vrai que la probabilité pour qu'il y en ait une, on dit j'ai besoin juste d'une place, s'il pouvait y en avoir une, ça serait formidable. Et évidemment, tout le monde le sait, à ce que je vois comme réflexion ici, tout le monde doit être au courant. Une évidence, mais c'est quand même une dynamique de la vie, c'est de remercier. C'est du don contre don aussi dans cette dynamique-là. Donc, je reçois, je m'en rends compte, je remercie. Par exemple, là, il y a un temps qui n'est pas beau, mais qui est tout à fait propice au temps que je passe avec vous. Je pense qu'il fera un grand soleil, je serai très, très frustrée. Donc, qu'il pleuve, c'est formidable, puisque moi, je peux être avec vous sans être frustrée. Vous voyez? Donc, la gratitude, le remerciement, Voilà. faire des offrandes, faire des cérémonies, mais c'est magnifique. Là, il y a une grande mode, aller dans les forêts pour aller voir les arbres. Alors, quand je vois que des gens embrassent les arbres, ça me hérisse les cheveux, les poils, tout ce qu'on veut. Parce que ce sont d'autres êtres. Là, on est tous virtuellement là, mais imaginez, on se rend compte et on s'embrasse tous sans vous avoir demandé si vous avez envie. C'est agréable. Bon, ben, ces pauvres arbres, déjà qu'ils n'ont pas de pied pour partir quand ils voient arriver une scie sauteuse. En plus, maintenant, bon, c'est moins douloureux, mais tout le monde leur fait des bisous. Oui, mais enfin, on ne leur a pas demandé. Donc, il y a des protocoles là aussi pour être en approche d'un arbre et savoir s'il a envie de nous accueillir ou pas. Donc, on peut aussi remercier tous ces êtres que l'on voit ou que l'on ne voit pas, ou dont on n'est pas forcément conscient, mais qui sont présents pour nous aider et qui sont tellement joyeux quand enfin on les voit ou on les entend. Moi, ça m'est arrivé de faire des soins à des arbres. Je demandais qu'est-ce que vous souhaiteriez. C'est des fois, il y en a qui disent on ne me tutoie pas. Bon, putain, Un arbre snob, incroyable. Ben non, mais il était millénaire, alors ça serait Oui, fait. quand même, c'est un ancien. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben voilà, de demander. Et il m'a dit, fais-moi un soin. Bon, eh ben, j'ai fait un soin. D'autres qui demandent des caresses. Ils disent, ben voilà, moi j'aimerais bien faire des caresses. Donc, des caresses sur les plans subtils, puis aller jusqu'à l'écorce. Bon, après, c'est pas tellement difficile à gérer avec les arbres qu'avec les autres humains. Quand vous avez d'autres humains qui passent à côté, bon. Mais ça m'est un petit peu égal, c'est pas le sujet. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut avec sa marche en forêt, etc. Mais voilà, si on est en communion, c'est pas le tout de recevoir. Au début, c'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin d'apprendre, donc on est dans le recevoir, mais c'est cette dynamique de donner, recevoir qui est tellement magique. Je reprends l'exemple que tu nous donnais tout à l'heure. Voilà, on pense à une personne ou à une situation et paf, assez rapidement, on la rencontre, ça nous arrive. Est-ce que ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur? Si tu peux nous donner ton avis pour que tout le monde en profite. Pour moi, c'est vraiment la rencontre, la connexion, c'est-à-dire que on est quand même dans un champ informationnel principalement. J'ai vu passer les mémoires akashiques tout à l'heure, donc on a un champ informationnel. La physique quantique, on a donné pas mal de clés de lecture, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est accessible facilement à tous. Mais dans ce champ informationnel, il y a des émissions et des réceptions. Et donc, plus on va être en reliance avec la source, plus on va être dans la présence, plus on va avoir la facilité, la fluidité à voir la connexion entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Toutes les traditions parlent de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les informations sont à l'extérieur, il y a des informations à l'intérieur, et comment est-ce que ça s'y prend pour arriver à se rejoindre?
Donc pour moi, il y a une information qui est à l'extérieur, la présence de la place de parking, l'ami, peu importe, un événement. Et puis, il y a moi, par exemple, qui suis en quête, en demande, en curiosité. Et ben, à un moment donné, ça va se rencontrer. Mais je peux vous dire qu'il y a des personnes qui cherchent des places de parking qui ne la voient pas, la place libre. Hein. On le sait par cœur. C'est pas tant que les choses ne soient pas là, elles sont là. Mais est-ce qu'on a la réceptivité pour les regarder? Et on voit bien que sous stress, on a une réceptivité qui rétrécit de façon très, très importante. Merci Christine. Donc notre rencontre approche, se termine tout doucement. Et oui, ça va très vite. Et j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas de mentionner l'événement que tu prépares dans les Cévennes. Alors pour les personnes qui sont en France ou qui peuvent s'y rendre, bon, c'est pas le seul événement que tu prépares. En plus, hein, tu pourras nous parler de tes différents projets. Comme elle l'a également mentionné tout à l'heure, Christine a écrit également de nombreux livres que vous pouvez trouver. Donc, on vous donnera tous ces sites internet. Alors, cet événement, ça a lieu dans les Cévennes du 30 mars au 4 avril. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, tout à fait. Donc, je réalise ce premier module parce que je pense que je vais l'étaler dans le temps. Pour transmettre ce qui, moi, m'a permis d'élargir encore plus ma réceptivité et qui permet comment dire, puisque les mots soigner et guérir ne sont pas accessibles à tous, mais d'être en réceptivité avec l'autre pour lui apporter le meilleur et le bien-être. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc plusieurs clés de lecture des plans subtils, plusieurs expériences qui vont être menées. Et oui, alors mes sites, c'est la catastrophe en ce moment. Ils sont en refonte, donc j'ai des vieux sites. Donc je vous prie de m'excuser pour ça. D'ici quelques semaines, quelques mois, ça sera mieux. Mais là, c'est... Voilà, bref. Et puis, dans ce module, je vais aussi partager une journée avec une amie qui m'est chère, qui est Catherine Darbord, puisque on tisse ensemble sur la musique, sur ses talents de musicienne pour être aussi dans une qualité vibratoire et une qualité de résonance importante. Donc, on va s'offrir d'aller écouter la vibration à la fois par les lieux, de faire des expériences dehors et dedans, d'apprendre un certain nombre de méthodes et techniques et aussi de s'ouvrir encore plus les sens par les odeurs et par la musique. Ça, c'est pour effectivement acupuncteur d'âme à ce moment-là. Et puis, j'ai 2 autres événements, comme ça sera dit. Un autre événement avec Sophia Streelrever, où nous allons réaliser un joli moment en mai sur guérir des blessures collectives par l'amour et la compassion. Donc, on s'associe toutes les deux pour manifester le pouvoir de l'amour et de la compassion pour arriver à faire quelque chose de nos blessures collectives. On connaît les blessures individuelles avec quelqu'un comme Lise Bourbeau qui a beaucoup écrit sur le sujet, mais il y a aussi des blessures collectives et comment est-ce qu'on fait pour passer à autre chose. On est dans un moment qui est quand même difficile, douloureux, où beaucoup de gens ont souffert, beaucoup de communautés sont un peu opposées les unes aux autres, donc comment est-ce qu'on peut remettre la connexion à la source. Et dernier événement pour les prochains mois qui arrivent, c'est Chemin de Soi, qui est donc un parcours que je fais chaque année, la dernière semaine d'août, et qui est une semaine pour aller expérimenter cette connexion au vivant. Et chaque année, je le fais avec des intervenants différents. Et donc là, je n'ai pas encore mis avec qui je le faisais, mais c'est en cours de se décider. On aura des personnes assez merveilleuses encore, avec lesquelles on va tisser. Et là, ça sera en Bretagne. Voilà, donc Cévennes, Normandie et Bretagne. Est-ce que j'aurais une curiosité, puis s'il y a encore des personnes qui sont là et connectées, je voudrais bien, si vous voulez bien, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous gardez de cette rencontre? Parce qu'on va se quitter, j'ai pas vu vos visages, et j'aimerais bien un petit mot pour voilà, sentir la connexion avec vous, si vous voulez bien.
Alors, on vous laisse un petit temps parce qu'il y a toujours un petit délai sur le chat, hein. Je vous laisse le temps de répondre. Je regarde en même temps s'il y a peut-être des questions que j'aurais manquées. Alors, est-ce qu'on n'est pas né en Occident justement pour apprendre cette Ah oui, danse avec la si, je vie? l'avais vue celle-là. Celle-là, je l'avais vue et merci de la ressortir parce qu'elle m'intéressait bien. Oui, moi je suis vraiment convaincue de ça. C'est que si on est venu ici et maintenant dans cet Occident pour exercer, c'est justement pour concilier, alors je le résume avec nos deux hémisphères, nous avons ce patrimoine depuis des années, des siècles, d'avoir cette rationalité. Au lieu de l'éliminer et de la jeter, elle nous apporte le discernement. Et comment nous pouvons l'allier avec les traditions premières qui vont nous permettre de réouvrir nos capacités à ressentir. Donc je trouve qu'il y a du sens à faire aussi ces pratiques en Occident, parce que pour avoir rencontré des chamans dans un certain nombre de traditions, il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas fait le boulot intérieur, hein, qui n'ont pas fait le boulot psy, et donc qui vont aller avoir des réceptivités sur certains domaines, mais qui peuvent avoir des comportements tout à fait inappropriés. Mhm. Et nous, dans notre Occident, qu'est-ce qu'on fait beaucoup? On a beaucoup travaillé, on est nombreux à avoir travaillé au niveau psy, au niveau de notre qualité de communication, au niveau de la qualité de la relation avec l'autre. On est vraiment dans cette dynamique, dans cet élan profond de vouloir vraiment gagner en qualité de présence, en qualité d'alignement. Et on retrouve les traditions jusqu'à retrouver la nôtre. Et je me dis, ça a de la valeur aussi. Donc c'est normal d'aller dans d'autres traditions, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans le panneau exotique que c'est mieux ailleurs. Si on est né à cet endroit-là, c'est qu'on a quelque chose de particulier à faire et faisons avec nos talents combinés. Retrouvons les racines de qui nous sommes, retrouvons l'alignement à la source et en même temps, c'est pas gênant du tout d'avoir un petit peu de théorie et un petit peu de mots pour expliquer les choses, parce que les traditions chamaniques qui mettent des années et des années à donner des clés au niveau de l'invisible, et alors, et tous les autres, ils font quoi? Et c'est pour ça que ça fait des années que je suis intéressée par mettre des mots sur les processus invisibles et subtils. C'est parce que je me dis, mais peut-être que comme ça permet aux autres d'accéder, ça permet de donner des clés de lecture à un plus grand nombre. Et peut-être d'éviter les errances et ou d'éviter aussi les mainmises sur des pratiques. Je trouve ça intéressant que tu as soulevé le fait que c'est pas parce que des personnes ont des dons ou savent produire des effets ou se connecter qu'il y a eu ce travail intérieur, personnel, hein, de développement personnel, d'alignement entre tous ces corps et la source. Ça, c'était important de le mentionner. Franck nous partage: j'accepte d'être guidé et aidé par la force même qui m'a créé. Je me débarrasse de mon ego et je fais confiance à cette sagesse qui avance à son propre rythme. Je ne formule aucune demande. Alors, quand même, je ne formule aucune demande. Ça, c'est intéressant. Dans quel sens? Parce que enfin, moi j'ai une expression qui est de dire de se laisser agir par la vie, c'est aussi d'accepter d'être agi. C'est-à-dire qu'on a, alors là c'est le côté un petit peu négatif de notre Occident, c'est qu'on est quand même très habitué, surtout depuis le siècle des Lumières, à vouloir agir sur le monde. Donc je veux quelque chose, j'agis sur le monde, je prends les ressources. Être agi par le monde, c'est autre chose. Donc il y a quelque chose, tu parlais de yin tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre de j'accepte d'être agi. Et ce que je trouve de merveilleux, c'est ce qui nous est donné, puisque nous sommes occidentaux en Occident, c'est comment on peut faire les deux. Comment à un moment donné on peut être agissant et avoir envie d'agir sur le monde tout en le respectant, et en même temps d'accepter d'être agi par la vie. Et comment cette double dynamique, très taoïste hein, sur le coup, peut nous permettre d'ouvrir de nouveaux possibles. Et pour que la dynamique soit là, il faut en effet les deux pôles. Et la dynamique du Tao, ça fait partie des pépites que je partage par ailleurs. La dynamique du Tao, c'est pas deux dimensions, c'est pas blanc et noir, c'est pas juste yin et yang, c'est tout le souffle qui est à l'intérieur et c'est ce tiers, c'est ce qui permet la dynamique pour passer de l'un à l'autre.
Merci. Alors, Marie te remercie pour le partage. Étant guérisseuse de l'âme et psychologue, elle dit: je suis un peu partagée avec votre vision des choses. Cependant, chacun a sa vision et cela peut être une richesse. Alors, n'hésite pas à nous en dire plus, Marie. Je me permets de te tutoyer. Et Dominique dit: merci pour ce retour aux fondamentaux. Voilà, Claude Suzanne nous dit que l'alignement est primordial. Travailler d'abord sur soi. Et merci Marie, parce qu'effectivement, on peut accéder à certaines pratiques ou à certains plans subtils avec la diversité de qui nous sommes. On a dans notre incarnation d'être humain sur la planète une diversité ethnique, une diversité de langues, une diversité sur plein de cultures et de valeurs. Donc c'est merveilleux aussi de s'offrir cette diversité dans ce domaine-là. Et c'est ce qui va faire aussi l'intuitu personné. Certaines personnes iront plus facilement avec telle personne ou avec telle personne parce qu'elles se sentent plus en communion, en harmonie, en syntonie avec une approche. Merci pour l'avoir formulé avec tant de délicatesse et je me réjouis que nous soyons nombreux à être divers et pluriels. Donc, en tout cas, je suis ravie de t'avoir accueillie, Christine, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Le chant du coq était très agréable. Je trouve que c'est plein de soleil et ça fait du bien. Voilà. Bon, merci. Merci à toi, merci à chaque personne d'être présente. Donc, merci à ceux qui sont là aujourd'hui et peut-être à ceux qui nous regarderont en différé. Merci à vous. Merci à toi. Eh bien, bon mois de février, bonne Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent, et puis au plaisir. Je vous souhaite tout le meilleur. Voilà. Au revoir, Christine. Au revoir, Estelle. Merci. Au revoir à tous.